Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer la myotrophie spinale infantile ou SMA infantile. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Isabelle Deguer. Professeur Deguer, bonjour. Bonjour. Professeur Deguer, vous êtes neuropédiatre, chef du service de neurologie pédiatrique de l'hôpital Necker Enfants Malades à Paris. Et vous êtes également responsable du centre de référence des maladies neuromusculaires pédiatriques de l'hôpital Necker, sous l'égide de la filière Philnemus. Alors nous abordons aujourd'hui la prise en charge de la myotrophie spinale infantile. Pour débuter, professeur Deguer, quels sont les enjeux du traitement de la SMA infantile ? Les enjeux pour moi sont d'abord la précocité du diagnostic, c'est-à-dire que avec les thérapies innovantes dont nous avons la joie de pouvoir utiliser depuis 2017 et 2019 pour d'autres, l'enjeu est de diagnostiquer le plus précocement les enfants pour avoir la meilleure réponse au traitement. Et en France, comment est structurée la prise en charge de ces jeunes patients ? Alors, la structuration de la prise en charge est extrêmement coordonnée puisque, comme vous l'avez cité, au niveau de la filière Philnemus, qui est la filière des maladies rares neuromusculaires, les centres de prise en charge sont parfaitement identifiés sur tout le territoire français et nous avons un travail de coordination, en particulier pour les pathologies pédiatriques, mais aussi pour les pathologies adultes, avec des réunions bi-hebdomadaires pour discuter de la mise en place de ces thérapies innovantes. Ces réunions, qui sont des réunions où, en visioconférence, permettent de décider très rapidement le traitement le plus adapté à un enfant nouvellement diagnostiqué ou à adapter une thérapie nouvelle à un enfant. Et actuellement, quelles sont les prises en charge spécifiques qui existent dans la SMA infantile ? Alors, dans la SMA infantile, la prise en charge classique neuro-orthopédique, rééducative, appareillage, adaptation à son milieu reste cruciale, ainsi que la prise en charge respiratoire de ces enfants. Mais la grande différence, c'est l'arrivée des thérapies innovantes. Alors, vous l'avez déjà un tout petit peu évoqué, mais au-delà de ces traitements spécifiques, professeur Deguer, quelles autres prises en charge recommandées ? Il est très important de mettre en place des prises en charge globales qui sont celles de tout enfant ou jeune adulte atteint de paralysie d'origine neuromusculaire. Ces prises en charge sont d'une part orthopédiques pour éviter les déformations, accompagner la croissance. Elles vont de la prévention de la scoliose avec un corset à des attelles de membres inférieurs pour éviter les déformations des membres inférieurs. Elles vont aussi proposer de verticaliser ces enfants, de leur permettre de se déplacer malgré leur paralysie. Ça, c'est toute la prise en charge neuro-orthopédique avec bien sûr de la kinésithérapie régulière et des activités motrices, par exemple en piscine, pour permettre la motricité. Le deuxième niveau, c'est la prise en charge et le suivi respiratoire de ces enfants. Là encore, favoriser la croissance pulmonaire, dépister s'il y a une insuffisance respiratoire et mettre en place des outils de rééducation respiratoire ou un support de ventilation si nécessaire. Par ailleurs, ce sont des enfants, donc il est très important d'assurer le suivi digestif, le suivi de la croissance staturopondérale, le suivi stomatologique, je dirais toutes les choses qui doivent être surveillées chez tous les enfants en général. Et quel suivi proposer aux patients ? Alors, le suivi des enfants traités par des thérapies innovantes ou non va être de toute façon un suivi au moins biannuel, tous les 6 mois, avec des grands bilans respiratoires neuro-orthopédiques tous les 6 mois. Et il peut être aussi un suivi de proximité s'il y a des adaptations d'appareillage ou rééducatif à faire de façon plus rapprochée. Mais il est au minimum de 2 fois par an pour faire un bilan complet de leur état neuro-orthopédique et respiratoire. Après, l'objectif de ces centres de référence, puisque ce suivi biannuel sera fait dans les centres de référence, c'est de travailler en collaboration et en réseau avec les structures de rééducation en dehors de l'hôpital et avec les kinésithérapeutes, par exemple libéraux, qui sont amenés à prendre en charge ces enfants. Alors, comme pour d'autres maladies rares, il existe un registre de suivi des patients atteints de SMA. Quels en sont les objectifs ? Alors, la nécessité d'un registre des patients SMA est apparue dès l'arrivée des thérapies innovantes, en particulier. En effet, vous savez que l'EMA exige des données en vie réelle pour l'évaluation des thérapies innovantes et il nous a semblé donc indispensable de collecter ces données de façon indépendante.
Donc le registre SMA a plusieurs objectifs: décrire l'histoire naturelle de la maladie, collecter des données en vie réelle sur la prise en charge de ces enfants régulières, identifier les enfants éligibles à de nouveaux essais thérapeutiques et à de nouvelles thérapies innovantes, et évaluer l'efficacité et le bénéfice en termes de qualité de vie de ces thérapies innovantes. Pour conclure notre entretien, professeur Deguerre, quelles sont les voies de recherche dans la SMA infantile ? Alors, à l'heure actuelle, donc, comme je vous disais, ce registre de données est indispensable et collecte toutes les données sur toute la France, de plus de 1000 enfants à l'heure actuelle. Et l'enjeu de demain sur les pistes thérapeutiques, c'est de traiter plus tôt, c'est-à-dire arriver probablement à un screening néonatal rapidement, qui a déjà lieu dans certains pays, pour permettre de traiter les enfants présymptomatiques et d'éviter la survenue en grande partie de la maladie, même si on a très peu de recul sur l'effet de ces thérapies innovantes au long terme chez les enfants présymptomatiques. Eh bien, merci mille fois, professeur Deguerre, de nous avoir fait mieux connaître la prise en charge de cette maladie rare qu'est l'amyotrophie spinale infantile. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.rarealecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette maladie rare. À très vite.